Enfin les amis, enfin une recrue. Hey, Tata Nzambe, c'est dur, hein, c'est dire la souffrance. Quelle souffrance ce mercato, les apassis. Comme on dit chez moi, ça veut dire que ça fait mal, c'est de la souffrance. Enfin une recrue en ce mardi 6 août 2024, Dani Olmo. On a le Here We Go de Fabrizio Romano qui est arrivé là il y a une heure de ça maintenant. Donc enfin c'est presque officiel le Barça. Même si c'est pas la recrue idéale, c'est pas la priorité comme je disais, mais enfin, je le sentais, hein, je me disais, attends, fais pas de vidéo ce matin, je sentais qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer aujourd'hui, donc forcément, je suis un petit peu soulagé, on va en parler. Soulagé de pouvoir parler d'un nouveau joueur prochainement du FC Barcelone, à savoir Dani Olmo. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, Peuple Blaugrana. On est exactement le mardi 6 août 2024, c'est-à-dire 11 jours exactement avant le début de la Liga. Seulement 11 jours. On va aussi parler de deux joueurs, enfin même trois joueurs qui sont revenus à l'entraînement, pas aux États-Unis lors de la tournée, mais c'est évidemment ceux qui ont joué l'Euro et la finale de l'Euro en l'occurrence, Lamine Yamal, Pedri et Ferran Torres. Et on va parler aussi de Nico Williams qui fait forcément l'actu du jour niveau mercato, puisque lui aussi est revenu de vacances, a repris l'entraînement aujourd'hui avec Bilbao. Donc pas mal d'actu aujourd'hui, forcément on va commencer par le dossier Dani Olmo, mais pas seulement. Dani Olmo, 26 ans, devrait donc rejoindre le FC Barcelone dans les prochaines heures. On a eu le Here We Go de Fabrizio Romano, l'accord verbal a été conclu entre le joueur Leipzig et le Barça. Des négociations menées par Deco, le directeur sportif du club, pour un transfert de 55 millions d'euros fixes, en plus de 7 millions d'euros de bonus pour un contrat de 6 ans allant jusqu'à juin 2030. Alors j'ai commencé la vidéo par dire enfin une recrue, oui, mais là on parle quand même de Dani Olmo, le joueur qui était en tout cas sur le papier le moins prioritaire parmi les cibles du Barça. On parlait du numéro 6, a été évacué par l'arrivée de Bernal Casado. On parlait de Nico Williams et finalement la première recrue c'est Dani Olmo. Qu'est-ce qu'on en pense du coup les amis? Alors déjà, première chose hyper importante, hein, c'est que c'est un cas Dani Olmo où tu peux pas seulement parler du sportif. Il faut parler du prix du transfert, de l'effectif, de la concurrence qu'il aura et aussi des besoins prioritaires du club. Tu peux pas parler de Dani Olmo en disant oui, c'est un bon joueur, il va s'ajouter au collectif du Barça et c'est tout. Non, avec la situation actuelle financièrement du club aujourd'hui, qui n'est toujours pas revenu apparemment au 1 pour 1, même si ça devrait être aujourd'hui ou demain, peu importe, hein, on sait toujours pas où on en est. Est-ce qu'on sera capable, est-ce que le Barça sera capable de faire venir d'autres joueurs à la fin du mercato? Tout ça doit être lié et mis dans la balance quand tu fais le pour et le contre concernant Dani Olmo. Rappelez-vous, au début du mercato, on avait quand même le Barça qui était sur les côtes de Xavi Simons, que le Barça aurait pu peut-être se faire prêter gratuitement par le PSG. Il fallait forcément un numéro 10, j'en ai parlé parce que je disais que Pedri, il était souvent blessé, on le savait tous, c'était avant l'Euro, avant sa blessure, que tu pouvais plus forcément compter sur lui pour l'intégralité et la totalité de la saison, on le savait, donc il fallait un numéro 10. Sauf que là, c'est un joueur qui est acheté 55 millions d'euros, le même prix que Ferran Torres. Et un joueur comme ça, forcément, c'est pas une doublure, c'est un joueur sur lequel tu vas compter. Tu fais pas un achat comme ça avec ta situation économique pour le mettre sur le banc. C'est un titulaire potentiel, même presque indiscutable, que tu vas faire jouer là, qui a 27 ans. C'est pas un prospect, il est là pour jouer tout de suite. Il a 27 ans, c'est un joueur confirmé, donc il va jouer tout de suite là prochainement. Je pense que Flick a fait le forcing pour le faire venir. On verra, hein. Moi, je fais confiance à Flick et je laisse travailler dans la sérénité notre nouvel entraîneur en espérant vraiment qu'il sache quoi faire avec le joueur parce que voilà, il connaît quand même le foot mieux que nous, hein, dit Flick. Donc on va laisser le joueur vraiment s'adapter au Barça et prouver sa valeur. Par contre, le club a vraiment intérêt, mais vraiment intérêt désormais, en ayant pris Dani Olmo, de ramener du coup un ailier à la place de Nico Williams. On en parlera plus tard, mais vraiment prendre Dani Olmo, 55 millions d'euros, mais sans ailier, sans numéro 6, ce serait juste une catastrophe et je parlerai de mercato raté. Maintenant, le sportif, on sait que c'est un excellent joueur. Dani Olmo, on l'a vu récemment à l'Euro, il a fait un Euro incroyable qui clairement a penché dans la balance. Je pense que c'est à partir de l'Euro, comme quoi la blessure de Pedri, le fait qu'il remplace Pedri
avec l'Espagne pendant l'Euro, ça a fait monter sa cote auprès des clubs européens, dont le Barça, parce que vraiment je pense que ça a penché dans la balance. On connaît ses qualités, on connaît son profil, on en parlera évidemment plus tard. Demain, je pense, je ferai une vidéo bien comme il faut pour parler de lui. On connaît ses qualités, on connaît son profil qui est assez similaire à ce que Fermin Lopez nous fait. Il a joué en Allemagne et ça, je pense que ça a aussi penché dans la balance parce que Hansi Flick le connaît très bien. Je pense qu'il l'a vu évoluer plusieurs fois là depuis maintenant plusieurs années à Leipzig. Ça a dû peser, c'est sûr. Donc c'est un vrai bon joueur. Je comprends les gens qui sont un petit peu réticents parce qu'il a été formé au Barça, qu'il n'avait pas le niveau du Barça à l'époque. Et qu'en vrai, c'est parce qu'il n'avait pas le niveau qu'il est parti du club et que là, on le rapatrie pour 60 millions d'euros. Alors qu'à la base, il considérait lui-même qu'il n'était pas du niveau du Barça d'antan. Et ce Barça, justement, on cherche à le redevenir. Il y a un truc qui n'est pas logique. C'est un espèce de cercle vertueux. Vous voyez, on cherche à redevenir le grand Barça de l'époque avec des joueurs qui n'avaient pas le niveau du Barça de l'époque. C'est un petit peu ça. Alors vous me direz, oui, mais c'est fini Charel, les Messi à l'époque, les Neymar et tout, mais d'accord, oui, mais bon, est-ce que c'est quand même pas la meilleure façon de viser plus haut? C'est justement de commencer par avoir une exigence en termes de joueurs, de recrues, ne vouloir que des top players, ne viser que des top players, parce que là, 55 millions d'euros, comme je le disais, le Barça a intérêt à ramener des vrais joueurs à côté de ça, des priorités, et si jamais tu ne peux plus recruter des joueurs à cause de l'achat, ensuite tu ne pourras pas recruter des joueurs importants, là, du coup, ça sert à quoi en fait? Parce que le Barça n'aura plus d'argent, on se retrouvera encore une fois dans une situation compliquée comme c'était le cas. Rappelez-vous, Ferran Torres, c'était le même prix. Là, tu prends un joueur de 26 ans, donc il va être performant tout de suite. Pour moi, ça met du coup un frein à toutes les éventualités de ramener un super crack dans un an, les Musiala, les Florian Wirtz. Comme j'en parlais récemment, je pense que le Barça devrait se consacrer exclusivement à ce genre de profil-là. Là, du coup, c'est un autre choix. C'est un peu compromis comme projet. Maintenant, ça va être un autre choix avec un Hansi Flick qui va devoir faire de Dani Olmo un joueur prépondérant de l'effectif du Barça. J'ai envie de croire qu'il y a un rôle qui pourrait m'intéresser chez Dani Olmo. Ce rôle de numéro 10, évidemment, si Pedri n'est pas là. Mais aussi ce rôle de faux ailier à gauche dans le cas où tu fais jouer Ansu Fati, par exemple, en second attaquant derrière Lewandowski. Moi, je pense que ça pourrait le faire aussi. Mais bon, on en reparlera très bientôt, je pense, demain dans une vidéo bien détaillée de Dani Olmo. Là, l'actualité, elle était assez riche, donc je voulais en parler. En plus des dossiers de Nico Williams, Lamine Yamal et tout, mais quand même très heureux que le Barça se bouge enfin, même si je suis assez sceptique, non pas sur la valeur du joueur, mais sur la pertinence du transfert par rapport aux autres priorités. Et j'ai vraiment peur du transfert de façade. Voilà les frères. Après, je vous parle de prix, mais en soi, 60 millions d'euros, c'est exactement, en tout cas, c'est la valeur du joueur. En fait, c'est pas un prix qui est exorbitant pour le joueur qu'il est. Sauf que, comme je l'ai dit récemment dans une vidéo, c'est un prix qui fait cher pour les finances du Barça actuellement. Avec les finances actuelles du Barça, de ce qu'on sait évidemment, si jamais le Barça réussit à attirer d'autres joueurs, un ailier gauche, un numéro 6 avant la fin du mercato, je vous dirais, écoute, très bien, je me suis trompé, finalement c'était une bonne chose, Dani Olmo. Mais si jamais par contre le Barça n'arrive pas à recruter personne après ça, forcément là on parlera du fait qu'on aurait pu garder notre argent, faire jouer Fermin Lopez, etc., etc. Vous voyez un petit peu le raisonnement. Après, je parle beaucoup, maintenant qu'il est là, que le Barça l'a recruté, et maintenant, on va apprécier le joueur. Ça se trouve, il va vraiment tout déchirer. On va lui laisser sa chance. On sait que Hansi Flick a demandé à ce que le joueur vienne, donc il a un plan pour lui, il le connaît. Et puis, c'est un bon joueur, c'est tout simplement un bon joueur. Donc, on va lui laisser sa chance. J'insiste dessus parce que ne croyez pas que je suis vraiment que du négatif dans la venue du joueur. S'il change cette équipe-là, qui métamorphose le Barça, qu'il réussit à être devant des mecs comme Pedri tellement il est fort, je serai le premier heureux. J'ai quand même un petit peu peur pour Fermin Lopez. Là, on est vraiment sur un obstacle que tu mets dans la progression naturelle du joueur, alors qu'il fait encore une fois des JO de porc. Mais j'ai un peu peur, clairement, parce que comme je vous disais, dans la hiérarchie des choses, on l'a vu à l'Euro, on a eu la preuve que justement Pedri était numéro 1, que Dani Olmo était numéro 2, et que Fermin Lopez n'a ramassé que des miettes, il n'a pas joué, donc du coup il a pu partir au JO. C'est pour ça, ils sont directement en concurrence, mais dites pas le contraire. Et sinon, comme je disais, Lamine Yamal, le retour de Lamine Yamal à Barcelone après des vacances bien méritées. 3 semaines c'est court, mais bon, c'est le minimum, quand j'en ai parlé hier, le minimum de vacances dont les joueurs ont le droit. Les clubs n'ont pas le droit d'accorder moins de 3 semaines aux joueurs après une saison. C'est comme ça, c'est dans leur contrat. Donc il a eu 3 semaines. Enfin, ils ont eu 3 semaines. Je parle de Lamine Yamal, Ferran Torres et Pedri, mais bon, je m'attarde sur la pépite. Il a eu 3 semaines de vacances. On a vu ses
stories, etc., ses vacances à Marbella, entouré avec cette espèce de nouveau statut qui va devoir gérer, qui va devoir apprendre à gérer. C'est pas quelque chose de facile, hein, et je pense qu'il est pas forcément habitué. Je voulais faire une vidéo justement, j'attendais qu'il revienne de vacances pour parler de ça, de ce qui va se passer en fait pour lui prochainement dans les semaines à venir. Cette espèce de changement de statut qu'il a vécu après son Euro. Et le nouveau Lamine Yamal, j'ai envie de l'appeler comme ça, en tout cas le Lamine Yamal différent qu'on devrait voir évoluer maintenant au Barça. Je pense qu'il va changer et il doit changer en fait. Il doit s'adapter à ce nouveau statut. Quand tu subis un espèce de tournant, quand tu passes un cap comme c'est arrivé pour lui là, en une progression fulgurante, hein, là en juin 2024, je pense que le Lamine Yamal qu'on a vu l'année dernière, on ne le reverra plus jamais au Barça. Ce joueur qui était considéré comme un enfant, comme un bambin, que tu pouvais faire sortir lors d'un quart de finale de Ligue des Champions comme premier joueur après le rouge d'Araujo, ça je pense qu'on ne le reverra plus jamais. Le joueur que tu pouvais boycotter en cours de match, quand je voyais une équipe, un Barça qui se permettait de ne pas lui passer le ballon, de ne pas assez le toucher, rappelez-vous en début de saison, certains joueurs dont Rafinha évidemment, on en avait parlé je pense en vidéo, je pense qu'on ne verra plus jamais un Barça se permettre de se priver de Lamine Yamal comme il le faisait en début de saison. Un Lamine Yamal que ses coéquipiers ne respectaient pas forcément, rappelez-vous de Lewandowski, la petite embrouille en cours de match, tout ça, je pense qu'on ne le verra plus parce que maintenant, il a pris du galon, il a pris en maturité, il s'est affirmé en tant que joueur et tout simplement crack, même super craquito mondial. Donc voilà. Donc toute la considération qu'on avait pour lui, je pense qu'elle va complètement changer dès à présent. Vous allez voir les prochains matchs et je pense que lui aussi doit s'affirmer un peu plus, doit prendre les rênes de l'équipe, doit se rendre compte que maintenant c'est un joueur un peu plus important de l'effectif. Il va garder ce rôle de petit frère, hein. Ne vous inquiétez pas, il va être, quoi qu'il arrive, le petit chouchou. Et il faut qu'il le garde le plus longtemps possible, parce que c'est comme ça qu'il va se déstresser et ne pas se charger d'une pression inutile. Par contre, les premiers matchs, hein, même les prochaines semaines, vont être déterminantes. Et je pense que très vite, on aura super vite une indication sur la mentalité, la nouvelle mentalité qu'il a en fait. Je pense que dès les prochains matchs, hein, Valence pourquoi pas, et les premiers matchs de Ligue des Champions, je pense qu'on aura un petit peu un nouveau Lamine Yamal, j'espère en tout cas. Ça me fait penser un petit peu, bon, je précise toute proportion gardée évidemment, à ce qui s'est passé en 2008, en septembre 2008, quand Messi revient des Jeux Olympiques de Pékin avec la médaille d'or, à l'époque, avec un nouveau coach, à savoir Pep Guardiola, quand il revient, il s'est pas passé grand chose, hein. À l'époque, Messi gagne pas l'Euro comme Lamine Yamal, il gagne juste les Jeux Olympiques, mais le fait d'avoir un nouveau coach, le départ de Ronaldinho, qui est important pour Messi, et son éclosion, parce qu'il peut enfin s'affirmer comme joueur clé, en tout cas joueur le plus dominant de l'effectif, et en plus on lui attribue le numéro 10 qui justifie, qui légitime qu'il soit considéré comme tel, en tout cas comme joueur dominant de l'équipe, et ben justement je pense que ça lui fait passer un cap, ça contribue en tout cas, évidemment avec Guardiola qui l'utilise comme un chef, mais c'est aussi le cas, et la mission qui sera celle de Hansi Flick, et ben justement ça a contribué à ce qu'on voit l'espèce de cassure comme ça violente dans la progression de Messi en 2008, hein, la vergence dans la force comme on dit. À l'époque on n'a pas forcément compris comment la progression, le déclic s'est fait. On était en septembre 2008, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Et comme je disais, tout ça ensemble, hein, cette espèce de salade avec le numéro 10 attribué, le départ de Ronaldinho, le fait que Guardiola arrive forcément et les Jeux Olympiques, hein, tout ça, ça contribue à ce que d'un coup, Messi franchisse un cap et que voilà, il devienne à ce moment-là précis en août-septembre, vraiment septembre 2008, enfin pour la première fois de sa vie. Et ensuite, il va plus quitter ce trône-là en tant que meilleur joueur du monde. Allez, on va dire qu'il a laissé un petit peu le trône quelques mois par-ci, par-là, en 2014 et en 2017 aussi, début 2017 et encore. Mais globalement, il a pris le trône à ce moment-là précis, septembre 2008. Il y a eu un truc qui s'est passé à ce moment-là et on espère en tout cas que Lamine Yamal subira un truc similaire. On sait que voilà, c'est Messi, c'est pas pareil, c'est différent, c'est pas le même talent, c'est pas le même vécu, c'est pas les mêmes attentes non plus, parce que là, Messi, à l'époque, il avait une équipe autour de lui qui lui permettait d'être un petit peu plus en confiance, libéré mentalement. J'ai pas envie que Lamine Yamal, à cause de l'effectif malheureusement et du mercato qui est juste catastrophique, et ben il soit pas assez épaulé et qu'on lui mette trop de tâches de responsabilité sur les épaules. Ce serait juste une catastrophe et un vrai frein pour sa carrière. Ça, ce sera évidemment la mission de Laporta, d'Eco, mais aussi d'Hansi Flick. Ça va pas être simple entre le fait de continuer à le faire jouer autant que possible pour qu'il progresse et apporte à l'équipe,
tout en le conservant, ne pas le brûler trop vite, ne pas voilà, favoriser la blessure et un coup d'arrêt qui serait terrible dans sa progression et même sa carrière. On n'a pas envie de vivre ça. Il a que 17 ans, rappelons-le. Donc objectif, challenge, défi, ce que vous voulez, le mettre dans les meilleures conditions possibles, faire jouer autant que possible Rafinha. On a quand même une doublure entre guillemets, même si c'est un titulaire potentiel, hein, un joueur qui peut pallier à son absence et en l'occurrence un joueur de qualité qui a fait une très bonne fin de saison dernière. Donc Lamine Yamal, il peut encore progresser. Vraiment, je pense que le Barça a de quoi continuer sa croissance normale. Il peut encore progresser, c'est facile à dire. On se demande un petit peu dans quel secteur, mais franchement, allez voir un petit peu plus voilà, les images de Lamine Yamal il y a 2-3 ans de ça à l'entraînement. Quand il joue avec les jeunes du Barça, vous allez voir un joueur qui est encore différent, qui était en confiance. Hein. On sait que quand tu es un footballeur et un sportif en général, ce qui est le plus dur, en gros le nerf de la guerre, c'est réussir à faire ce que tu faisais quand tu étais dans les catégories jeunes, réussir à le faire quand tu es aussi face à les professionnels, que ce soit en Liga, voire en Ligue des Champions. On le sait tous, hein, on a vécu ça nous-mêmes quand on était petits. Plus le niveau s'élève et plus c'est compliqué de faire ce que tu faisais à l'entraînement ou dans la cour de récréation. Ça existe en fait dans tous les effectifs du monde, dans le football, dans tous les sports. Vous avez, même moi j'ai connu ça, un champion de l'entraînement, un mec qui à l'entraînement défonce tout et dès que les matchs arrivent, les compétitions arrivent, il est un peu moins bon, il est un peu moins à l'aise parce que le stress, la mentalité, l'enjeu, etc. ça joue. Tous les joueurs du monde sont meilleurs à l'entraînement qu'au match. Tous, même Messi, pour vous dire, même Messi. À part les mecs comme Eden Hazard qui se foutent complètement de ce qu'ils font à l'entraînement et qui en match deviennent des cracks, mais bon, c'est pas forcément un bon message aussi. Donc cette volonté, cette espèce de goal à être aussi bon, presque aussi bon, voire aussi bon en match que t'es aussi bon à l'entraînement. Sinon tu vas rester un champion de l'entraînement. Évidemment, on a vu un mec, on a assisté à la carrière d'un joueur qui réussissait à faire ça, qui réussissait à jouer comme dans la cour de récréation, mais en Ligue des Champions et en Coupe du Monde, à savoir Messi. C'est le seul qui a réussi à garder cette espèce de jeu naturel et relâché que n'importe quel joueur professionnel aurait s'il jouait dans une catégorie trop faible, un peu comme les images de Neymar quand il arrive en Ligue 1 en 2017. Lamine Yamal, ça va être un petit peu ça son défi, hein. Ça va être continuer à progresser pour qu'on retrouve vraiment toutes les qualités, la panoplie complète du joueur qu'on a pu voir quand il jouait avec les jeunes. C'est un bon dribbleur, on l'a pas encore vu à quel point c'est un excellent dribbleur. Et s'il continue à progresser, à grandir, hein, ça me m'étonnerait même pas qu'il finisse des matchs de Ligue des Champions avec 9, 10, 11 dribbles par match, comme les grands de ce sport, comme à l'époque, hein, les Messi, les CR7 et les Neymar. Je crois que le record de Messi, je crois que c'est United en 2008, en demi-finale de C1, je crois 18 dribbles ou 16, je sais plus trop combien. Et que CR7 c'est Benfica, je crois 16 dribbles aussi en Ligue des Champions. Bref, la folie, on veut ça en fait, on veut ça Lamine Yamal, un jour ou l'autre. Là c'était la première année, la découverte, la révélation avec le monde professionnel et l'ascension fulgurante de Lamine Yamal. Maintenant j'espère que l'Euro et tout ce qui s'est passé avant va lui apporter une confiance. Si on a une bonne équipe, quand tactiquement ça va bien aussi, qu'on joue bien et que les résultats suivent, ça va lui permettre avec la confiance qu'il aura, hein, de tenter plus de choses et j'espère de les réussir. Donc vraiment on va se faire un plaisir de suivre ça de très très près, monsieur Lamine Yamal. Et sinon l'autre actu du jour, même la grosse actu du jour, c'est évidemment Nico Williams qui donc aurait décidé apparemment, hein, puisque il a posté une vidéo, plutôt le club, son club, l'Athletic Bilbao a posté une vidéo sur Twitter et les réseaux sociaux en mettant en scène Nico Williams pour lui faire dire justement qu'il était prêt à démarrer la nouvelle saison avec le club. J'ai envie de croire, hein, ce que ça veut dire à 99% qu'il restera à Bilbao. Je laisse un petit peu 1%, mais pour moi ça veut dire qu'il reste, hein, pour ne pas être trop naïf. Même si on sent la volonté du club de forcer un petit peu la main du joueur pour mettre en scène le fait qu'il reste définitivement. Pour moi c'est fait, hein. Pour moi ça veut dire qu'il reste à Bilbao, parce que si jamais après une vidéo comme ça il décide de partir, de trahir en gros le club et les supporters, après une vidéo où tu dis que tu restes, en tout cas que tu es prêt pour démarrer la saison, moi j'aimerais pas qu'il fasse ça au Barça, tu vois. Je prends ça pour une décision définitive. On a eu des échos hier comme quoi le frère du joueur, Nicky Williams, poussait son frère à rester une saison de plus. Là, je pense qu'on parle de choses qui nous dépassent, en fait, tout simplement. On parle forcément de choses qui sont assez intimes, qui nous regardent même pas, entre deux frères et deux frères coéquipiers en plus. Donc, imaginez que Nico Williams a promis à son frère de rester une saison de plus et tout. Donc là, j'ai pas envie de juger, de blâmer le joueur. C'est vraiment des choses qui sont assez intimes, si jamais c'est vrai, évidemment. Concrètement, est-ce qu'on peut lui en vouloir à lui? J'ai envie de dire que non.
Moi, à qui j'en veux, c'est encore une fois, je vous l'avais dit, c'est pas au PSG, si jamais il était parti au PSG, c'est pas aux joueurs parce que voilà, il y a des choix et des choses qui nous dépassent nous, mais c'est vraiment au Barça qui n'a pas réussi à séduire le joueur, encore une fois, alors qu'il avait la mainmise dessus, alors qu'il était libre il y a 6 mois de ça, que son contrat se terminait là en juin 2024, qu'il a prolongé, qu'il a été approché, que le joueur hésite depuis maintenant des semaines, qu'il n'avait pas donné sa réponse définitive. Et là, maintenant, on la connaît. Et si le joueur a hésité, ça veut dire qu'il y avait peut-être un espoir de forcer la main. Il y avait peut-être une porte qui était entrouverte à un transfert. Au moins, maintenant, on est fixé. Je pense à 99% qu'il ne viendra pas. Et j'espère que le club aussi est fixé. Et que vraiment, il y a un plan B, qu'il y a eu un travail fait de la part des dirigeants. Mais j'y crois pas forcément parce que les noms, vous savez comment ça se passe à Mercato, hein, il y a toujours des rumeurs. Si jamais un club se fait recaler par un joueur, quelle piste serait du coup le plan B? Et là, on n'a pas d'écho en fait. On a juste eu là récemment et depuis hier soir, comme par hasard. En fait, c'est depuis qu'on sait que Nico Williams, la piste elle est morte, qu'on a eu comme par hasard un nom qui est sorti de la presse, à savoir Federico Chiesa. Donc ça montre que le club ne travaille pas forcément bien comme il faut, loin de là. Rien que le fait que la presse ait parlé de Dani Olmo récemment en cas d'échec de Nico Williams, ça montre que c'est pas forcément logique, c'est pas le même profil, pas le même poste. Et on sent vraiment le transfert de façade pour satisfaire un petit peu tout le monde. On est le 6 août les frères. Et on sait comment ça se passe avec les pistes mercato, il faut les approcher, négocier, discuter. Le fait de conclure l'affaire, ça prend du temps. Ensuite, le joueur arrive au club, la visite médicale, ça nous renvoie à quand ça en fait? On est le 6 août, dans 11 jours, il y a le premier match de Liga. Déco, c'est qu'il nous fait depuis maintenant des semaines, c'est juste horrible. La Porta, c'est pareil, on est le 6 août, je le répète, hein. Puisque le départ de Sergi Roberto, qui n'est pas n'importe qui, même si on n'aime pas forcément le joueur, ça reste un des emblèmes du Barça parce qu'il est resté très longtemps au club. Donc par respect pour lui, il devrait être fixé. On devrait lui dire, écoute, on peut pas te prolonger, donc cherche un autre club. Mais là, on n'est même pas sûr qu'il reste ou pas. Ça se trouve, il va prolonger en fin de mercato. Donc là, ça voudrait dire que le Barça met plus de moyens, met plus d'engagement à vouloir prolonger Sergi Roberto, ou du moins à ne pas clarifier qu'il part du club, plutôt que Messi en 2021 qui avait été éjecté le 5 août. C'est pas un truc de fou ça. Donc j'ai pas envie de dire que Nico Williams s'est moqué du Barça. Vraiment, je pense que c'est des choses qui sont assez intimes entre le joueur, le club et même sa famille, son frère, son entourage. Par contre, j'ai envie de croire que le club ne fera pas l'erreur de se replonger sur lui dans un an. S'il prolonge pour faire élever la clause du joueur comme la presse en a parlé, parce que maintenant Bilbao ils savent que 58 millions d'euros c'est pas forcément inaccessible, hein, loin de là. Et encore une fois, Dani Olmo, le problème c'est que 60 millions d'euros pour un joueur. Vous avez vu le match de Fermin Lopez hier soir. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, que c'est pas le même profil, que c'est un petit peu différent et tout. Vous avez vu le match de Fermin Lopez hier soir. Vous ne pouvez pas me dire que Dani Olmo, à ce prix-là, c'est une priorité. Loin de là. On pouvait avoir Xavi Simons pour gratuit. En tout cas, se le faire prêter par le PSG. Malheureusement, il va rester du coup à Leipzig, mais on aurait pu se le faire prêter. Je ne sais pas vers qui le Barça va se tourner désormais. Peut-être Chiesa, pourquoi pas, on verra. 20 millions d'euros, apparemment, la presse en a parlé. 20 millions d'euros pour Chiesa, ça fait quand même un petit billet, mais ça reste une opportunité de marché pour un joueur qui avec un profil atypique, mais qui pourrait servir au Barça. J'ai pas envie d'en parler plus que ça pour l'instant. Moi, ce que je veux, c'est que le mercato du Barça avance. En général, je suis assez cash, mais je garde une espèce de réserve, un peu de recul en attendant ce qui se passera définitivement. Donc pas de jugement parce que c'est pas encore fini, hein. Le mercato il peut quand même bien se finir, on n'en est pas encore au 30 août là, il y a encore du temps pour faire des belles choses. Tous les clubs du monde, tous les clubs d'Europe avancent. Le PSG, là ils ont pris encore un joueur hier et tout. Chelsea ils prennent un joueur tous les jours, l'Atlético Madrid a pris Alvarez, bref. L'Atlético Madrid, ils font un mercato qui est quand même assez sérieux. L'Atlético, qui avait quand même comme concurrence le PSG sur le dossier Alvarez, a réussi à conclure ce deal-là. Vous allez me dire, oui d'accord, parce que City, ils ne veulent pas vendre des joueurs au PSG, c'est vrai, mais quand même, hein, vous avez vu le prix qu'ils ont sorti. Mais quand même, le prix du joueur, je crois qu'on parle d'un transfert à 90 millions d'euros, bonus compris, jamais de la vie le Barça semblerait aujourd'hui capable de faire une recrue à ce prix-là, loin de là. Là, on voit que dans un cas comme Nico Williams, où tu as juste à faire en sorte de convaincre le joueur, même pas Bilbao, hein, parce que c'est vraiment faire sauter sa clause libératoire, tu as juste à convaincre le joueur, le Barça n'y arrive même pas. Déco, ça commence à être compliqué, hein. Les dossiers là, il va réussir à flopper et à rater tous ces dossiers, parce qu'il y a eu aussi Arda Güler, Nico Williams et j'en passe, Xavi Simons aussi. Bref, il va flopper tous ces dossiers mercato, sauf
celui dont il a le moins besoin actuellement au Barça, évidemment, c'est Dani Olmo. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, du coup, on s'abonne, on like, on commente évidemment aussi. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez une piste, un joueur que vous aimez au poste d'ailier gauche, du coup, à la place de Nico Williams, ça m'intéresse. Voilà les frères. Bonne soirée à tous. Ciao.